Salut à tous, bienvenue dans les Catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissée pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent@cosavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Arnaud Perret. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais c'est pour un catch-up et je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Mais tu es le cofondateur de Monsieur T-shirt que vous pouvez retrouver, chères auditrices, chers auditeurs, sur Monsieur, comme ça se prononce, comme ça s'entend, comme ça s'écrit, t-shirt.com, tout bêtement, avec ton frère et un des meilleurs amis d'enfance de ton frère, je crois. Ouais. Et il se trouve que tu as été le premier invité du panier dans l'épisode 1 ou 2, enfin, l'un des tout premiers invités. Je raconte l'histoire quand même parce qu'elle est drôle, c'est que Mathieu me disait, mon associé disait tu devrais faire un podcast sur le retail, le e-com, enfin on en parlait et j'avais envie aussi, sauf que je trouvais plein d'excuses pour pas me lancer. Puis un jour il a enregistré le premier épisode avec toi et il me dit voilà c'est lancé, prends la suite, le pied à l'étrier. Donc, c'est la première fois qu'on se rencontre. J'avais évidemment, à l'époque, écouté l'épisode. Vous pouvez le réécouter, chers auditrices, chers auditeurs. C'était il y a plusieurs années, donc je pense que les choses ont bien changé depuis. Et c'est ce que tu vas me raconter aujourd'hui. Monsieur T-shirt, c'est une marque de cadeaux personnalisés, livrée en 24 heures partout en France, voire en Europe. Ouais, tout à fait. On racontera ça. Et une belle évolution de business, parce que vous êtes parti d'un T-shirt personnalisé pour aller aujourd'hui au cadeau au sens large, avec pas mal de particularités dans votre aventure entrepreneuriale. Je l'ai dit déjà, c'est une aventure en famille, en amis, ce qui n'est pas toujours facile. Vous êtes autofinancé depuis le début. Vous écoulez à date à peu près 500 000 produits par an. Et c'est ça qui est intéressant. Et on passera un bon bout de temps là-dessus. Ces 500 000 produits sont tous transformés dans vos ateliers à Bordeaux, puisque vous êtes à Bordeaux. Il y a même pas de dropshipping ou même d'achat-revente. Tout est transformé par vous, et ça fait partie des points de différenciation qui rendent la marque et le service unique. Vous avez passé 8 ans sur Meta avant d'ouvrir les chakras sur d'autres canaux d'acquisition. Tu me raconteras comment, pourquoi. Et puis, c'est un secteur qui est quand même assez concurrentiel. Il y a eu plusieurs sociétés qui sont passées sur le panier, qui font du cadeau personnalisé. Mais vous tirez bien votre épingle du jeu. Et notamment, un sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est comment élargir sa gamme pour aller se créer de nouvelles opportunités. Quand on parle du t-shirt personnalisé, comment est-ce qu'on arrive à la culotte personnalisée pour que la Saint-Valentin devienne aussi un moment fort, un marronnier de vente. Voilà, ça nous fait pas mal de sujets. Autofinancé, 500 000 produits par an. Et un dernier point, c'est que vous avez aussi une prod qui est très variable. J'imagine qu'il y a de la saisonnalité, il y a des pics, comme je le disais à l'instant, et vous passez de 70 à 120 personnes dans les ateliers, dans la boîte. Tu me raconteras aussi un peu ce pilotage. Super. Arnaud, bienvenue. Merci. Très heureux de t'avoir à mon micro. Le premier sujet que je voulais aborder, c'était l'association. Mais raconte-moi peut-être un peu la genèse justement de Monsieur T-shirt, pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode. Et du coup, qui sont tes associés ? Alors la genèse et un tout petit peu plus près du micro. La genèse elle a très mal commencé puisqu'on a planté une boîte avec Simon et Vincent. Donc Vincent c'est mon grand frère et Simon c'est un ami d'enfance de Vincent qui est devenu un ami proche et qui ont tous les deux l'âge de ton grand frère, donc 6 ans de plus que toi. Ouais, tout à fait. Moi j'étais étudiant à l'époque et je m'embêtais sur les bancs d'école et donc je les ai rejoints dans cette première aventure entrepreneuriale et c'était une application sur laquelle on vendait des fringues et donc on l'a plantée. Et on s'est dit bêtement, sûrement, qu'on allait se relancer dans les fringues, se relancer sur le digital. Et en fait, c'était un spin-off et on avait 6 mois, parce qu'il restait 6 mois de chômage pour Vincent et Simon. Et donc, avec un faux front office et un faux back office, on a eu l'idée de Monsieur T-shirt et on s'est dit, on a 6 mois, on fait un test and learn parce que on vendait quelques t-shirts sur l'appli initiale. Voilà, ça s'arrêtait là, l'étude de marché. Mais on avait toujours envie d'entreprendre et toujours envie d'entreprendre ensemble. Donc, des centres de la première boîte est né Monsieur T-shirt qui vient de faire 10 ans aujourd'hui. 10 ans quand exactement? Alors on sait jamais la date. On est tellement focus sur le quotidien qu'on oublie le passé. 6 ou 7 mai, mais on sait jamais le jour exact. C'est beau 10 ans et c'est beau cette aventure à 3 avec son grand frère et le copain de son grand frère. Ouais. Tout va bien? Bah ouais, bien sûr. Bah si on est
10 ans et encore ensemble, c'est que je pense qu'on prend toujours autant de plaisir à bosser. Il y a eu des vagues, comme n'importe qui dans sa vie professionnelle, qu'on soit salarié, cofondateur. Mais en fait, on n'aime pas s'endormir. Donc, il y a aussi des vagues pour ça. C'est que on aime se mettre toujours un peu en difficulté pour créer et continuer d'innover. Donc, la plus grosse vague qu'on ait prise, c'est le Covid. Hein. C'est pas tant les vagues qu'on s'est mis entre nous, et où on s'est retrouvé avec plus de produits vendus du jour au lendemain. Donc, il a fallu trouver des solutions. Et 10 ans après, on arrive toujours à trouver des solutions avec les garçons. Et là, on approche de la période de Noël et je vois la flamme qui nous anime. Je me dis qu'on doit sûrement fatiguer nos proches parce qu'on a toujours cette énergie-là. Mais nous, ça nous fait vibrer, donc on est content. C'est cool. Donc des hauts et des bas, mais le plus dur, ça a été, tu disais, les épreuves business. Tu citais le Covid en l'occurrence, mais ok. Ouais, mais c'est en fait dur, oui et non. En fait, le Covid, je sais pas si c'est bien de parler comme ça, mais nous, ça nous a éclaté parce que en fait, on s'est retrouvé. Ça fait déjà, on avait 7 ans de boîte, donc on peut tomber dans un certain ronron. Et là, ça nous a tout simplement montré que il fallait tout recommencer à zéro, en fait. Donc c'est la seconde vie de la boîte. Et peut-être que ce changement radical du jour au lendemain, il nous a aidés, même avec les garçons, parce que on s'est vu que c'est ça qu'on aimait toujours autant faire, en fait. C'est partir de zéro. Et donc, depuis le Covid, on a conservé encore plus cette culture-là. Et je trouve qu'on entreprend plus quasiment qu'en 2013 quand on a monté la boîte. Tu reprends l'entrepreneuriat dans ta seconde vie, dans ta deuxième partie, enfin depuis le Covid. Ouais, bien sûr, bien sûr. Cool, intéressant. Cette boîte, cette application de vente de fringues que tu as lancée, tu étais étudiant. Oui, tout à fait. T'as jamais été embauché en fait. T'as jamais été employé. J'ai fait un stage de 2 mois dans une SS2I qui s'appelle Atos. Oui, ok, connu. C'est quelle formation du coup, t'es dev? Non, je suis Grenoble école de management. Grenoble. Ouais, okay, mais je suis pas resté très longtemps du coup parce que je suis parti à l'étranger et j'ai monté ma boîte et j'ai embauché des copains parce que j'avais comme alternant des copains de ma classe, donc qui m'ont un peu aidé à avoir le diplôme, mais j'étais sur leur maître de stage. Ok, excellent. Moi, j'avais troqué mon stage de fin d'études contre une. Enfin, c'était pas le stage de fin d'études, mais c'était l'expérience de fin d'études. Je sais plus ce que c'était, mais contre quelques mois de backpacking en Asie du Sud-Est. Je sais pas comment j'avais réussi à faire ça, mais c'était pas mal. C'est pas mal aussi. C'est une autre époque. Cool. Parlons de ta gamme. Donc, t'es passé du t-shirt personnalisé à aujourd'hui une gamme assez complète. Ouais. Il y a une 50aine de refs, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Raconte-moi ta prod. La prod. Pardon, excuse-moi. Le fond de ma question, c'est que c'est un marché quand même, et on pourrait commencer par ça, mais c'est un marché quand même très concurrentiel. C'est incroyablement facile de faire imprimer des t-shirts à l'autre bout du monde pour les faire livrer. Alors peut-être pas en 24 heures, et ça c'est un élément, mais vous, ça a été un choix dès le début de maîtriser la prod et du coup la chaîne de valeur. C'est un choix qu'on a fait 6 mois après s'être lancé, quand on a vu que justement on sous-traitait à l'époque la production et on livrait trop tard le client et ça nous allait pas. Et donc on a acheté notre première machine, puis notre deuxième. La première machine, enfin les 2 premières même, on les a mis, on avait une pièce de prod de 6 mètres carrés. Donc c'était un peu l'horreur, mais ça ne nous dérangeait pas parce qu'on mettait les mains dedans. Et en fait, on a grandi et acheté plus de machines. Et ça fait une grosse différence aujourd'hui parce qu'en fait, le produit il passe entre nos mains. Donc on n'est pas juste sur des flux dématérialisés, mais on voit chaque produit que l'on fait. Et si on veut livrer un client toute l'année en 24 heures, comme tu dis, il faut le faire soi-même. Si on le sous-traite, on va livrer en 72 ou 4 jours et ça va pas. Donc, quand on fait du cadeau, le 23 décembre, il faut que ça soit pas trop tard pour acheter son cadeau. Et chez nous, c'est pas trop tard. Là où pas mal de nos concurrents... Ouais, te disent à partir du 15 décembre, ouais, du 10 décembre, si vous voulez livrer avant Noël, dernier jour pour être livré avant Noël. Quand on n'arrivait pas à tenir sur la prod dans les années 2018, on a mis un message sur notre site un jour, le 15 décembre, arrêtez de commander, on pourra plus vous livrer. Pas, et en fait, ça, c'est atroce. On marchait à mort. Et juste parce qu'on s'était mal organisé, on a dû faire ça. Donc, on a pris des enseignements de ça et maintenant, on honore les commandes jusqu'au 23 décembre, 15h. Et en plus, le volume est pas le même qu'en 2018, mais c'est notre dada, en tout cas, ce sujet. Maîtriser ta prod pour pouvoir livrer en 24 heures et donc le 23 décembre, être encore capable de livrer pour Noël. Enfin, en tout cas d'expédier parce qu'ensuite le dernier kilomètre c'est pas le tien. Mais mais franchement on a la chance de bosser en France et même aujourd'hui en Europe avec des partenaires de livraison qui sont super sûrs. Et au-delà de livrer le client dans les temps, ce qui est super important, c'est qu'un client qui appelle le 23 décembre aussi à 10h pour savoir où est-ce qu'est sa commande. Nous, le service client est juste à côté de la prod et on a de quoi agir. Je la vois, monsieur, je la vois. Non, mais le pire, c'est qu'on réagit réellement comme ça. On va chercher le produit. Le paquet. Et je crois que le client, il est sensible à ça et notamment dans le cadeau où on cherche à fidéliser les gens.
si on arrive à le marquer sur sa première expérience, par ces détails-là, la livraison rapide, le service client facilement joignable, le client nous fait confiance. Et ça, vous l'avez fait dès le début? Maîtriser la prod, du coup. Ouais, tout à fait. Même le service client. Mais il faut des ronds. Non, en fait, il faut que ça marche quand même, mais on a une stratégie d'acheter plutôt des machines qui coûtent pas forcément très cher, quitte à les additionner plutôt que d'acheter une énorme machine qui est extrêmement productive. Par contre, le jour où elle est en panne, vous êtes mort, tout est arrêté. Donc on a toujours eu cette stratégie finalement d'acheter des machines qu'on pouvait mettre les unes à côté des autres et de rationaliser. Beaucoup de tech derrière pour aller optimiser tout ça et montrer qu'on peut le faire en France et il vaut mieux le faire en France qu'au port de l'Europe. C'est quoi les profils de tes associés? Vincent a fait une école de commerce également et Simon a fait une école de commerce également, mais avec une orientation logistique. Et Vincent a fait une école de commerce, mais je pense qu'il aurait pas dû faire ça parce que c'est un geek et un créa. Donc ton frère c'est Vincent. C'est Vincent. Et donc du coup on est très complémentaires parce que Simon est sur la partie opération et logistique, Vincent est sur la partie tech et créa et moi je suis plus sur la partie produit et business. Donc même si on a fait une formation qui se ressemble, franchement les trois personnes on se ressemble pas, même si on est frères. Donc, dès le début, tu choisis de lancer avec ta prod et de maîtriser ton outil productif. Ouais. Tu lances des catégories additionnelles au fur et à mesure sur lesquelles tu continues de maîtriser ton outil productif. Tout à fait. Il y a des moments où tu as quand même testé juste de revendre un truc que tu as acheté sur étagère ou que tu personnalisais ailleurs? On a dû le faire en 2017 ou 2018 et on s'est très vite aperçu que c'était pas nous et que au-delà de ça, c'est que ça nous amuse pas. D'acheter un produit le mettre sur une étagère et juste aller faire du picking quand on l'a vendu et le mettre dans un colis. Non, mais tu pourrais faire personnaliser. Alors, parmi les catégories, il y a des t-shirts, des posters, des culottes, des strings, des verres, des mugs. Enfin, il y a tout. Et du coup, chaque prod est différente. Tu vois, il faut presque un expert. Enfin, tu t'imprimes pas sur du verre. J'imagine. D'ailleurs, c'est quoi? C'est de l'impression ou c'est du laser? Non, c'est de la gravure laser. C'est de la gravure laser. Tu graves pas au laser sur un verre comme t'imprimes un t-shirt. Non, mais on réapprend, justement. Ça nous oblige à repartir de zéro. Donc, quand on s'est mis à faire de la broderie en 2018, on n'a jamais brodé un produit. C'est cool. Quand on a fait des masques au moment du Covid, on n'avait jamais cousu. Et donc, on a acheté 10 machines. On s'est dit, on n'est pas plus bête que les autres. On va savoir faire. Donc, je pense que c'est une culture qu'on a. On est très test and learn. Et donc, on aime bien que ce soit un peu le bordel aussi, d'avoir toujours une machine ou deux sur laquelle on a des idées de produits. Des fois, on sait même pas ce qu'on va faire, mais on achète quand même les machines pour se dire, on va voir ce qu'on peut faire avec ces machines-là. Et donc, c'est notre dada. Ok, c'est super. Et j'imagine que la nouveauté, le challenge est quelque chose qui vous anime. Hein. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, que ça ronronnait un peu à un moment et que le Covid vous a remis le nez dans le... je trouve ça top. Vous produisez donc à Lormont, qui est une banlieue bordelaise, depuis le début? Non, pas depuis le début, depuis 2015. Donc, depuis 8 ans. Et aujourd'hui, c'est 2800, 2500 mètres carrés? Ouais, tout à fait. On vient juste de s'agrandir. On a fait 2 agrandissements successifs, là, depuis septembre dernier. Mais nous, on a tâché où on est à Lormont parce c'est un lieu assez unique puisqu'on a la prod, mais on a les bureaux aussi. Donc, il y a une énergie. En fait, nous, on est une startup qui commence à bosser à 6h du matin. Donc, c'est peut-être un peu différent de certains de nos concurrents ou confrères. Et ça, du coup, il y a une énergie qui est folle parce qu'en fait, on est quasiment toujours ouvert. Et encore plus en période de Noël, on est ouvert de 6h du matin à 23h. Donc, Et ce que tu m'as dit tout à l'heure, et c'est là que j'allais venir, c'est que vous produisez, tout passe par Lormont. Et je te demandais d'où venaient les matières premières quand on préparait l'épisode. Et tu me disais 40% des produits viennent de France ou d'Europe, avec un objectif de dépasser la majorité. Quand? Dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine. Ouais, tout à fait. On est passé de quasiment 100% de produits qui venaient d'Asie avant le Covid à aujourd'hui 40%. Donc la mutation, elle est assez non. Pardon. 60. T'es passé de 100 à 40% de produits européens. Excuse-moi, je me confonds. Mais on a tellement envie que ce soit les produits européens qui soient majoritaires qu'on se confond. Et cette mutation, c'est aussi des convictions personnelles qu'on a. Enfin, depuis le début, on faisait, par exemple, quand on s'est lancé sur le t-shirt, on faisait du coton organique, tout était certifié. Donc, on n'a pas attendu que ce soit la mode en 2017, 2018 pour le faire et c'était notre ADN. Mais on s'est remis aussi un coup de pied aux fesses pour faire bouger la provenance de nos produits encore plus vite. On essaie d'être labellisé B Corp, qui est un niveau d'exigence fort aujourd'hui pour la boîte, mais c'est hyper structurant. Et puis, je pense qu'on est devenu papa aussi, nous, en tant que cofondateurs. Et donc, on a une conscience... Papa, humainement. Ouais, humainement. Donc, vous avez eu des enfants. Notre conscience évolue, en fait, aussi. Donc, au-delà de la nécessité qu'il y a, on a envie de faire du business, mais de le faire bien. Et donc, quand on va aujourd'hui au Portugal ou qu'on va dans des ateliers qu'on a en France partenaires pour faire nos matières premières, c'est cool, ça nous parle.
Ok, compris. Qu'est-ce qui n'est pas encore fait en France, produit en France comme matière première? Le mug, c'est hyper dur de faire des mugs sublimation. Le mug tout simple que tout le monde connaît. En fait, il n'y a pas de filière de sublimation en Europe sur ce produit-là. On a été partout. Le mug un peu brillant comme ça dans une céramique. C'est quoi? C'est de la céramique? C'est de la céramique avec de la sublimation. Donc en fait, en Europe, on sait faire du mug céramique ou en grès ou ce genre de choses. Par contre, du mug sublimable, on ne sait pas faire. Sublimable, ça veut dire qu'on peut le personnaliser, ouais, c'est ça? Tout à fait, ouais, avec une technique qui s'appelle la sublimation. Et donc ça, franchement, on a cherché dans tous les pays européens. Et malheureusement, pour l'instant, c'est qu'en Chine qu'on sait faire ça. Et c'est une part importante du business? Non, c'est une part, c'est moins de 10% du business, mais pour autant, ça nous dérangerait pas de payer notre matière plus cher aujourd'hui et d'avoir un sourcing européen, quoi. C'est une frustration qu'on a sur ce type de produit. Mais donc ton modèle actuellement, c'est de faire venir des mugs vierges, c'est ça, à l'usine que tu... Ok, je dis l'usine, l'atelier, la manuf, comment on dit? Nous, on jongle aussi. Tantôt on dit usine quand on veut impressionner, puis quand on veut faire un côté un peu plus familier, l'atelier. Entre nous, dans la boîte, on appelle ça l'atelier. On n'a jamais appelé ça l'usine. Et quoi d'autre? Donc le mug, qu'est-ce qui est difficile à produire en France? Toutes les matières sublimables, donc une serviette de bain par exemple sur laquelle vous voulez mettre une image aujourd'hui, ça vient d'Asie. Et il y avait le t-shirt qui venait d'Asie, mais en fait c'est de moins en moins vrai puisque maintenant on a toute une gamme qui vient du Portugal. Il faut savoir qu'au Portugal c'est juste au nord de Porto, donc en fait c'est à 1200 km de Bordeaux, c'est pas très loin. Sur la partie textile, tous nos sous-vêtements sont déjà du Portugal. On a fait la bascule depuis un moment et donc on est en train de le faire aussi sur ce qu'on appelle les pièces hautes, à savoir t-shirt et sweat, que ça vienne. Mais donc la matière est produite là-bas, elle arrive à vos entrepôts. Ouais, la matière et le t-shirt en lui-même. Les produits montés, tout à fait. Ils vont du fil jusqu'au t-shirt comme tu portes en ce moment, comme un t-shirt noir. Et nous, on va aller faire la transformation au-dessus. Ça veut dire que si tu veux un t-shirt imprimé, on va faire l'impression. Si tu veux un t-shirt brodé, on va faire la broderie. Toute cette transformation-là, finale, on l'a fait chez nous. Ok, 50 catégories de produits égale 50 machines? Enfin, types de machines? Non, une dizaine de types de machines, mais franchement, quand tu les vois les unes à côté des autres, comme tu disais justement, donc les compétences sont totalement différentes d'une machine à l'autre. Ok, c'est quoi? C'est par type de matière première, j'imagine, du coup? Le textile, le mug, le machin, la casquette? Exactement, okay. Tout à fait. Ok, je serais curieux de voir à quoi ça ressemble. Ça se trouve sur les réseaux sociaux? Ouais, on le montre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui montrent comment... nous, on veut être transparent sur ça. Donc, on a des vidéos. Je t'enverrai le lien. Avec grand plaisir. On les partagera sur le panier. Alors, c'est notre ancien entrepôt. Maintenant, on l'a agrandi. Donc, ça va être un peu mieux. Mais ouais, je pense en fait, dans notre communication aujourd'hui, l'entrepôt, c'est central, l'atelier, parce que on veut montrer aux gens comment on fait les produits et on a des gens qui viennent taper, qui viennent à l'entrepôt de temps en temps et on leur montre. Alors pour voir les entrepôts et la manuf. Et même parce qu'en fait, ils se trompent, ils pensent que c'est une boutique. Bon, quand ils arrivent devant, ils comprennent que c'est pas une boutique, mais la personne, elle a fait le trajet, donc elle tape et si elle a besoin d'un produit en urgence, on a encore la flexibilité de lui faire. Sur la prod, encore une question, c'est que tu passes de 70 à 120 personnes en fonction des pics et des périodes. À chaque fois, c'est de la formation, tu les as... comment tu gères ça? Trouver 50 personnes pour Noël, c'est compliqué, quoi. L'avantage qu'on a, c'est que ça fait plusieurs années qu'on a à faire ça, donc on a appris sur ça. On a un noyau de personnes à l'atelier qui est incroyable, qui bosse super bien, qui est avec nous toute l'année. Et en fait, les périodes que l'on vit, c'est toujours des périodes qui sont assez longues. Finalement, Noël, ça se joue sur 3 mois. Donc, on fait arriver les personnes au fur et à mesure. Et les personnes qui arrivent le plus tôt sont celles qui vont être le formées sur le plus de choses. Et puis, à la fin, on est un peu plus monotage sur les derniers qui vont arriver. Personnes qui arrivent le 10 décembre, c'est compliqué de la former sur plusieurs choses. Chaîne, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à bien faire. On a 2 personnes à la RH pour le faire. C'est assez rare d'avoir à notre taille 2 personnes en RH, mais parce qu'on se donne du mal sur ça. On est aussi très sélectif dans les profils qui nous rejoignent. Pour leur rendre l'appareil, c'est qu'on leur demande d'être exigeants avec nous aussi sur les conditions de travail et ce genre de choses. Donc on arrive à faire ce truc-là. Tout le monde est dans la même aventure et l'atelier en premier lieu. Donc je crois qu'il faut... En fait, on aimerait bien pouvoir monter à 200, 250 parce que le challenge, il sera énorme et ça sera bien. Tu as 10 ans de prod derrière toi, t'écoules 500 000 produits. Vous avez toujours été en croissance ou il y a eu par moment de la stagnation Toujours. Okay. On a eu des croissances plus ou moins fortes, mais on a eu la chance de jamais finir une année en se disant putain, on a fait moins bien que l'an dernier, quoi. Franchement, je crois qu'on n'est pas prêt à avoir envie de vivre ce moment-là, donc on se donne du mal pour pas connaître ça. Ok. Ma question est la suivante. Tu dois donc commencer à avoir un peu de data. Ouais. Tu sais exactement quand est-ce qu'il faut poster les annonces, quand est-ce qu'il faut recruter, quand est-ce que tu es en retard sur ta prod si. Et j'imagine que tu corrèles ça à la tendance de l'année. Oui, mais tu le sais comme moi que les vérités de l'année dernière
sont de moins en moins vraies dans l'environnement qui évolue actuellement, notamment par exemple sur le marché de l'emploi. Les choses ont énormément évolué. Il y a un moment où c'était facile de trouver des collaborateurs. Après, il y a une énorme pénurie. Là, on est à nouveau dans une période où c'est un peu plus facile de trouver les collaborateurs. On les teste en atelier également, parce que quelqu'un qui vient bosser à l'atelier, il peut très bien présenter à l'oral, mais en fait, après, c'est dans le rythme que ça se joue, dans le savoir-faire, dans la minutie, et donc on a un petit peu appris sur ça. Donc la data, oui, mais on croit jamais que le modèle qu'on a utilisé l'année précédente va se reproduire à merveille. On essaie d'être agile sur ça. Ok, hyper intéressant. J'imagine que c'est encore plus vrai, et je présume encore plus compliqué dans la restauration. Toi, le client est pas dans l'atelier à regarder comment tu produis. Ouais. Quand t'as un serveur et que t'as un pic à Noël et que tu dois prendre 10 nouveaux serveurs dans ton resto, on prend des coups de chaud quand même aussi. Hein. Ouais, j'imagine. On prend des sacrés coups de chaud, mais on a vraiment, encore une fois, l'équipe qui aime ça aussi, qui aime ce challenge. On a beaucoup de personnes qui, je pense, sont là pour battre des records. Non, c'est le truc qui les anime à Noël, tant mieux. Mais en fait, ils veulent toujours battre les records des années précédentes, quoi. Donc, ils se donnent les moyens de le faire derrière, et on peut que les remercier. Tu dis que tu es exigeant avec eux et que tu leur demandes d'être exigeant avec vous. Ouais. Il y a des KPI de suivi de la prod. Bien sûr. Individuel. Ouais. On sait exactement par heure combien un collaborateur. On raisonne au global. Chez nous, les collaborateurs individuels ne sont pas tracés. Chez nous, il n'y a pas il n'y a pas de pointeuse le matin ni le soir. On fonctionne sur un principe on pense que les personnes, on a besoin de les fliquer dans la façon de faire. Donc, c'est un raisonnement groupe. C'est très important dans la façon de voir les choses. Et on raisonne productivité groupe global. Combien de produits on arrive à fabriquer, combien de produits on arrive à expédier à l'heure par collaborateur. Et on suit ça. Au-delà de ça. Par l'heure, par collaborateur? Donc, c'est quand même individuel. Ah non, on moyennise. C'est ta moyenne. Okay. Moyennisé. On descend pas au collaborateur. Okay. C'est vraiment une volonté qu'on a. Mais le meilleur indicateur, c'est d'être finalement dans l'entrepôt, parce que nos bureaux sont dans l'entrepôt, et finalement c'est au bruit. On sait quand les machines tournent ou ne tournent pas. Non pas que c'est très bruyant, mais on reconnaît le bruit de chaque machine qui est différente, et donc le premier indicateur qu'on a, c'est à l'oreille, et derrière après on regarde les métriques. À quel point t'as poussé l'automatisation ? On a développé des outils tech pour chaque machine de prod qu'on utilise, et on a fait notre propre système logistique pour que ça épouse les contraintes de la personnalisation, et non pas juste d'un produit qui est entreposé, un produit qui est déjà fini, qu'on a à aller chercher, assembler et regrouper. Donc, c'est la partie invisible de l'iceberg, mais c'est celle qui permet aussi de faire en France, de faire plus vite en France qu'on ne ferait ailleurs, et du coup de pouvoir aussi expédier le produit. Chez nous, une commande qui va tomber à 10h, à midi, elle est partie, alors que le produit, il n'existe pas à 10h comme on est passé. Raconte-moi le trajet sur ton OMS, tu vois, entre l'internaute qui a passé sa commande, bim, validé son paiement, et le t-shirt qui sort de l'entrepôt. Le trajet, en fait, suivant le mode de livraison que le client a choisi, il va être priorisé d'une certaine façon, qu'on ait pris une livraison express ou une livraison lente. Après, l'OMS va directement choisir le mode de production qui correspond. Que tu aies fait un t-shirt imprimé ou un t-shirt brodé, ça va pas partir au même endroit. Et après, une fois que ça a été produit, l'OMS va choisir est-ce que c'est une commande avec un seul produit, auquel cas il peut partir sur une ligne d'expédition qui est automatisée, ou est-ce que finalement il doit attendre d'autres produits, un mug, une affiche, on en a parlé, auquel cas il va aller dans une armoire d'attente, et on va attendre que tous les autres produits soient prêts pour partir. Et donc c'est l'enjeu, parce que produire en gravure, produire en broderie ou produire en print, c'est pas du tout la même chose, par exemple. Et si tu as un de tes modes de production qui est en retard, il y a tout le reste qui est en retard. Okay. Donc la difficulté qu'on a de gérer plein de modes de production, c'est pas tant de savoir les maîtriser individuellement, mais c'est de les faire aller au même rythme pour pas que les commandes soient bloquées. Et pour se mettre un peu plus de difficulté, on ne peut pas scinder une commande en deux. C'est-à-dire que si vous avez pris 3 modes de production différents, vous recevrez forcément vos produits dans la même commande. On déteste envoyer une commande de 3 produits. Exactement. Ouais, bien sûr, et donc ça, c'est ce qu'on a vécu au tout début en 2013 quand on a fait la boîte, et ça, on en a toujours détesté. Donc on veut qu'un client reçoive tous ses produits dans la même commande. C'est hyper intéressant. Je suis pas du tout du milieu, et du coup, c'est peut-être des questions néophytes, et vous m'excuserez, chers auditrices, chers auditeurs, mais en revanche, j'adore ça. J'ai l'impression de jouer au Lego. Si t'as deux produits avec 2 modes de production différents dans ta commande, et qu'il y en a un qui est très lent et l'autre très rapide, tu vas aligner sur le plus lent pour éviter de faire du stockage. On peut pas avoir un mode de production très lent. C'est-à-dire ok, oublie très lent. Admettons 1-2 en rapport de vitesse. Tu alignes sur le plus lent des deux. Stockage impossible, on n'a rien de fabriqué à l'avance, que tout est personnalisé. Oui, mais et donc la machine la plus lente, on va en avoir 2 finalement, ou 3, pour faire en sorte que
un produit n'est jamais à attendre et qu'on puisse toujours produire plus vite, plus de produits en même temps sur ce mode de production-là. Mais on n'a jamais... Pardon, attends, je repose ma question parce que du coup, je pense que je l'ai mal formulé et c'est parce que je connais pas le milieu. Il vaut mieux avoir un t-shirt qui sort et qui attend que le mug soit imprimé, ou est-ce qu'il vaut mieux lancer l'impression du t-shirt quand tu lances l'impression du mug parce qu'il faut lancer quand le pour éviter qu'il y ait un produit qui attend dans l'entrepôt quand le plus lent est fait. Oui, c'est ça. Ouais, okay, quand le plus lent est fait. Sinon, ce qu'on appelle les armoires d'assemblage, là où attendent les commandes, ça explose. Se remplissent. Ouais, ça explose et là, c'est ma question. C'est passionnant. Il y a de l'intervention humaine. Ouais, bien sûr. C'est le nerf de la guerre. C'est l'intelligence humaine qui fait la diff. Mais donc, tu as un opérateur d'une machine, il reçoit sa commande, il imprime. Ouais. Entre ça et la commande qui a été passée en ligne, il y a eu une intervention ou ça peut être totalement automatisé? Non, il y a à chaque fois une intervention humaine. Qui va valider quoi? Le design Il va checker quand même la qualité. Bon format, on est sur des machines qui nécessitent des compétences humaines. C'est pas totalement automatisé. Quand vous brodez un produit, même si vous utilisez une brodeuse, en fait, il y a un vrai savoir-faire à avoir pour que la tension de fil soit la bonne et ce genre de choses. Donc, la compétence humaine, elle est vitale dans ce que l'on fait. On n'est pas sur un truc du tout déshumanisé, totalement automatisé. On a mis de la tech et l'automatisation partout où on pouvait. Mais ce qui fait la différence, au final, c'est la personne qui fait soit le colis, soit qui fabrique le produit. Ok, hyper intéressant. Bon, on va refermer la prod parce que on va pas faire un épisode que là-dessus, mais je trouve ça hyper intéressant. On est trop bavard en plus sur la prod. Ça pourrait durer 3 heures. Je trouve ça fascinant et je pense qu'avec mon esprit très pragmatique, un peu allemand, je serais un sujet qui me passionnerait, quoi. Le marché, j'ai dit tout à l'heure qu'il était très concurrentiel. C'est quoi ta vision? Moi, je pense que j'ai passé ma première commande Vistaprint dans les années 90, honnêtement, ça devait être mes cartes de visite quand j'étais en stage, tu vois. Et j'ai l'impression que depuis, alors déjà ils sont toujours présents, mais toujours si fort. Ouais. Enfin bon, pardon, il y en a plein d'autres qui font des choses très bien et vous en faites partie. Raconte-moi le marché il y a 10 ans et aujourd'hui, comment tu le vois, les évolutions, comment tu te places, où il va. Le marché, alors, comme tu l'as dit justement, il était hyper concurrentiel il y a 10 ans, il est toujours ultra concurrentiel. Et les gens qui nous disaient c'est une bonne idée de vous lancer dans ce secteur-là en 2013 quand on a commencé. La plupart, c'était pour pas être méchants avec nous, mais ils en pensaient pas moins, quoi. Ils disaient, pourquoi un truc de t-shirt en plus? La chance qu'on a eue en 2013, c'est qu'il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux. Alors, on fait vieux con à parler comme ça, mais c'est la réalité. Je pense qu'on était un des premiers annonceurs sur Facebook à l'époque, et donc on a pu construire une marque grâce à la publicité sur Facebook à l'époque, puis Instagram. Là où Vistaprint et ce type d'acteurs, c'était AdWords. Et donc, ils ont mis du temps à aller sur ce type de canaux où ils avaient le produit. Mine de rien, une carte de visite sur Meta, c'est difficile à vendre. Là où nous, on a un produit qui est très visuel, qui est très graphique, qui est peu engageant financièrement, donc dans l'achat compulsif. Donc, on correspond bien à ces canaux-là. Donc, c'est ça qui nous a fait émerger en 2013. Ça serait beaucoup plus dur de le faire aujourd'hui parce que les réseaux sociaux sont saturés, que ce soit Facebook, Meta ou TikTok. Le marché est un peu en train de se concentrer actuellement parce qu'après les années folles du Covid, c'est un peu plus difficile pour pas mal d'acteurs, même pour les gros, c'est difficile, qui ont tendance à essayer de baisser les prix et de rentrer dans une guerre des prix. Mais en fait, la guerre des prix, ça vaut le coup quand vous faites la même chose que votre voisin. Donc nous, on essaie de garder une singularité, et c'est pour ça qu'on a vraiment développé une marque et une identité créative propre à Monsieur T-shirt, pour pas que la personne elle vienne chez Monsieur T-shirt juste pour imprimer la photo bas de gamme qu'il peut avoir pour un anniversaire X ou Y et avec le produit le moins cher possible. Il y a plein d'acteurs qui font ça, mais c'est les acteurs qui font ça et qui cherchent le volume. Aujourd'hui, c'est difficile. Quand on essaie de faire des choses un peu plus quali, avec un peu plus d'originalité, qu'on est un tout petit, parce qu'on reste un tout petit. Et ça, c'est toujours la vision qu'on a eue en 2013, on était un nain. En 2023, on reste un nain par rapport aux acteurs que tu as cités. Et donc, on n'a que des parts de marché à les prendre et des gens à les embêter gentiment, mais parce qu'ils sont plus riches que nous, ils ont plus de moyens que nous, donc nous, il faut qu'on soit plus intelligents. Génial comme réponse. Et je t'ai pas coupé. J'étais en train de me demander quand tu parlais si c'était un marché d'étoiles filantes. Tu vois, énormément de boîtes qui arrivent, beaucoup qui partent, peu qui restent sur la durée comme vous. Ou alors si c'était un marché petit et que je parle très petit, tu vois, des boîtes qui vont faire 300, 400 000, 500 000, 1 million à l'année, mais qui ont du mal à grossir. Vous, c'est quoi l'élément qui vous a permis de faire, je connais pas tes chiffres, mais si vous allez sur Papers, vous verrez des beaux résultats nets. Si on dit que c'est du 10%, même plus, bon, ça vous donnera une idée. C'est quoi ce qui vous a permis d'aller taper les... On s'est lancé comme une marque de t-shirt
Et on s'est totalement réinventé en 2018 quand on a pris le virage du cadeau personnalisé. Faut savoir que de 2013 à 2018, on fait pas de personnalisation. C'est-à-dire qu'on crée des designs nous-mêmes ou des phrases nous-mêmes et le client ne peut pas personnaliser. Quand on regarde le site aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'on était juste une marque de t-shirts et qu'on vendait que des t-shirts qu'on créait nous-mêmes. Donc on a su changer la boîte finalement, faire évoluer notre produit. Et ça, on a su le faire grâce aux clients. Parce qu'un jour, on a rajouté une fonctionnalité sur le site qui est rajouter un mot cadeau, parce qu'on avait des gens qui appelaient le service client pour le faire. On a voulu bien faire, donc les mots cadeaux, on les écrivait à la main à l'époque. Et donc, on s'est fait taper sur les doigts par 2 ou 3 personnes qui nous ont dit, mais l'écriture que vous avez utilisée, elle est moche. Donc, c'était dur parce qu'on se donnait du mal. Mais en fait, on a compris que les gens, ils venaient chez nous non pas pour acheter des t-shirts, mais pour acheter des cadeaux. Et donc, on a réorienté la stratégie de Monsieur T-shirt, non pas pour être une marque de t-shirts, mais pour être une enseigne de cadeaux personnalisés. Et donc, même si la boîte, elle a toujours évolué et qu'on a toujours été en croissance, finalement, on a recommencé à zéro en 2018 avec la personnalisation. Le tout début de la personnalisation, c'est quand on a fait du t-shirt brodé à message. Et aujourd'hui, c'est ultra majoritaire la perso. Et ça se trouve, dans 5 ans, dans 10 ans, on fera quelque chose de totalement différent et on n'aura pas peur de prendre ce virage-là. C'est quoi la part de perso dans le business aujourd'hui ? C'est plus de 2/3 des produits que l'on vend. 2/3 des produits sont personnalisés. Tout à fait. Tiers, c'est sur étagère, sur étagère. Des collections qu'on crée. C'est vos designs. Ouais, tout à fait. Même les personnalisations, ce sont nos designs, mais c'est comme ce que je vous invite à aller voir sur le site. En fait, vous partez d'un design qu'on a créé, que vous pouvez totalement personnifier et faire ressembler à ce que vous voulez faire vivre. Et c'est ça qui fait notre différence aussi, c'est que on accompagne le client dans la, en fait, avec Monsieur T-shirt, vous pouvez être un créa sans avoir aucune compétence créa, et c'est mon cas, et faire un cadeau avec un effet waouh, justement avec une créa qui ressemble à, j'en sais rien, Laurent, si tu as des enfants ou pas, mais avec ta famille, quand vous êtes en train de surfer, tu auras une affiche qui vous ressemblera, alors que tu l'as fait en 3 minutes avec du drag and drop et 0 compétence graphique. Et donc c'est ça qu'on veut faire pour amener de la valeur et non pas être sur le simple upload de photos de mauvaise qualité sur un t-shirt à offrir. C'est cool, c'est hyper intéressant. Il y a les sirènes de Lego qui parlent. À un moment, créer une marque, c'est cool. Tu vois. Créer une boîte de personnalisation de cadeaux, c'est du service. Ouais. C'est peut-être moins cool. Il y a un défi productif, de l'appareil productif qui est hyper intéressant. Ouais. Mais ce choix, il a été simple, il a été évident. Vous auriez pu être... En fait, avec le recul, on peut toujours théoriser ce qu'on a fait. Mais quand on est dedans, on se rend pas trop compte. On fait du test and learn, on lance tel nouveau produit, on achète telle nouvelle machine. Et ce que je racontais il y a 5 minutes paraissait calculé, maîtrisé, mais c'est tel qu'on le raconte aujourd'hui. Quand on est dedans, on se rend pas trop compte de ce changement assez rapide finalement, mais naturel. Parce que de toute façon, nous, notre job, ce qui nous anime, c'est de créer de l'emploi et c'est de relever des challenges de volume parce que ça nous fait nous remettre en question. Donc, quand on a vu qu'on a stagné un petit peu sur le t-shirt et qu'on a trouvé des leviers pour retrouver la croissance en 2018, on a foncé. C'est hyper intéressant. Je suis en train de me dire que, alors c'est pas une majorité, mais c'est peut-être de manière totalement empirique. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le textile ou l'habillement à Bordeaux. Est-ce qu'il y a une filière? Ou alors c'est peut-être empirique sur le panier. Non, mais je pense à toi, je pense à Monsieur Moustache que j'ai reçu sur un épisode retail qui était top. Je pense à Asphalt évidemment. Ouais, bien sûr. Alors Asphalt, c'est un néo-bordelais. William, il est arrivé à Bordeaux après la création d'Asphalt. Ils étaient à Paris avant, mais j'aime beaucoup William. On était ensemble l'autre jour encore. Non, il y a une vraie raison, c'est qu'en fait il y a une boîte qui avait été créée par un des fondateurs de Cdiscount, un des frères Charles, qui s'appelait My Design dans les années 2000 et qui faisait des produits personnalisés mais plutôt à bas prix, et là-dedans il y avait du t-shirt. Et du coup de cette boîte-là il y a plein d'autres petites boîtes de gens qui ont découvert ce secteur-là à Bordeaux. Donc il n'y a pas d'incubateur autour du t-shirt ou de la personnalisation à Bordeaux, mais il y a eu pas mal de choses qui sont nées à Bordeaux. Mais la raison principale, je pense, c'est My Design à la base, même si nous, on n'a aucun lien avec eux. Personnalisation, c'est là que tu as eu un facteur d'accélération en 2018. Oui. Tu m'as dit aussi que tu élargissais ta gamme pour te créer toi-même de nouvelles opportunités, parce que le t-shirt, j'imagine qu'on le fait toute l'année. Il y a peut-être des pics pour les anniversaires, l'été, Noël, j'en sais rien. Comment est-ce que tu as créé ces opportunités? Comment est-ce que tu identifies les opportunités? Chers auditeurs, je vais ralentir d'un cran. Vous étiez en 2.5, on va repasser en 1. Comment est-ce que tu évalues, qualifies, quantifies ces nouvelles opportunités pour savoir si tu lances demain je reprends cet exemple qui est drôle, la culotte brodée?
En fait, en effet, si on lance la culotte brodée pour la fête des pères, ça n'a pas de sens. Mais on se pose la question de à quel moment les clients ou les prospects font des cadeaux et qu'est-ce qu'ils offrent à ces moments-là. Donc, on peut pas adresser tous les produits imaginables, mais à la Saint-Valentin, il faut avoir des produits qui font couple. À la fête des grands-mères, il faut avoir des produits qui évoquent un peu plus pour sa mamie. Et donc, on s'est un peu plus posé la question de qu'est-ce que les gens achetaient quand. Et avant de se dire qu'est-ce que les gens achètent quand, nous déjà. On fait quoi comme cadeau à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos neveux, à nos nièces. Et donc, on s'aperçoit que on adresse une 50aine de produits aujourd'hui, mais on a une bonne 50aine d'idées de nouveaux produits qu'on doit encore adresser parce que on veut que les gens ils trouvent des idées cadeaux renouvelées quand ils viennent chez nous. Par exemple, on n'adresse pas le marché de l'alcool personnalisé. Alors, je vais me perdre en expliquant ça, mais c'est non pas une bouteille où on personnalise l'alcool qui est à l'intérieur, mais tout l'emballage, tout l'étiquette et ce genre de choses. Ça existe déjà, on va dire. Mais en fait, c'est assez cheap, tout ce qui existe. Et donc, offrir une belle expérience créative autour de ça. Alors, si vous allez chez Petit T-shirt, vous allez quand même déjà pouvoir trouver une bouteille de vin personnalisée ou des bières personnalisées, parce qu'on a testé 2-3 petites choses. Mais moi, en tant que personne, j'offre de l'alcool sur des moments cadeaux à mon père ou à mon frère. Et donc, peut-être que Monsieur T-shirt a quelque chose à faire là-dedans. Je dis ça se trouve, on vendra jamais d'alcool. Mais en tout cas, c'est le raisonnement que l'on a et de se dire, est-ce que cette catégorie de produits-là qui s'offre, est-ce qu'elle a du sens à être chez Monsieur T-shirt? Il y a des verres aussi personnalisables pour boire l'alcool qui viendra bientôt. Donc, on va commencer plutôt par les verres. Il y a des planches apéro même. Et le but, c'est d'être jamais très engageant financièrement. Quand je dis ça, c'est qu'on veut avoir des cadeaux entre 30 et 60 euros. Compris. Du coup, ton 70 à 120 personnes, j'imagine qu'il est un peu corrélé à ton activité. Totalement. À tes pics, c'est quoi les grandes périodes et les périodes creuses? Noël, bien sûr. Saint-Valentin marche très bien. Enfin, tous les événements cadeaux marchent très bien. Fête des grands-mères. Rigoler quand je dis ça tout à l'heure, mais fête des grands-mères, on marche bien. Fête des mères, fête des pères, on marche bien. Fête des grands-pères. Mais en fait, toutes ces fêtes-là, elles sont quasiment la période du 15 novembre, un peu avant le Black Friday, jusqu'à fin juin, qui est la fête des pères. C'est un pic. Parce qu'en fait, entre-temps, t'as... c'est bon, un pic de 8 mois, quoi. C'est pas 8 mois, il y a quelques petits trous, mais en fait, t'as quand même la Saint-Valentin, la fête des grands-mères, la fête des mères et la fête des pères, plus Noël en l'espace de 7 mois. Donc, c'est quand même concentré. Là où la seule fête des grands-pères, c'est en septembre. Mais, parce que ça nous est deuil de pas pouvoir garder des gens qui bossent super bien à l'atelier juste par manque de volume, même si c'est cyclique. Le fait de s'être lancé à l'international fait que les fêtes, elles sont pas toujours au même moment. Et donc, ça nous permet de désaisonnaliser aussi la production et d'avoir des pics qu'on n'avait pas avant. Parce que tout simplement, la fête des pères en Espagne, elle est pas au même moment qu'en France, ou la fête des grands-mères en Suisse, elle est à un autre moment qu'en France. Et donc, de s'être lancé à l'international, ça nous permet d'alimenter aussi notre atelier de production et d'éviter d'avoir, encore une fois, de se séparer de gens qui sont top et à qui on dirait, désolé, on n'a pas assez de volume. Ça, on déteste. Donc, tu mitiges ta charge avec pas mal de choses. Déjà, des nouveaux produits qui permettent d'élargir, en tout cas, la durée de pic, puisque c'est ça qu'on veut. Tout à fait. Plus l'international. Actuellement, vous êtes présent dans 8 pays. France, Belgique, enfin, j'imagine qu'il y a des pays qui sont doubles, mais France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse en français ou Suisse en allemand. Ouais. Autriche, Royaume-Uni. Italie, Espagne. Je l'ai pas dit. Italie, Espagne, je l'ai dit. Ou je l'ai raté, pardon. Raconte-moi ton lancement. On a Dans quel ordre et quels apprentissages, quels écueils t'as rencontrés? La première vague qu'on fait, c'est en avril 2022, donc à peu près 15 mois. Et on lance l'Allemagne, la Hollande et la Belgique. On était déjà présent en Belgique, mais on n'adressait que les Belges qui parlent français. Et donc forcément, c'est pas toute la Belgique. Donc on fait le site néerlandophone. Donc c'est la première vague qu'on fait. On a la chance de pouvoir faire des commandes quelques minutes après lancer le site, en utilisant ce qu'on sait faire, Meta, Google Ads, pas de RP, à la différence de quand on avait lancé Monsieur T-shirt, on n'a pas fait du tout de RP. C'est pas une bonne chose, mais c'est juste qu'on a fait ce choix-là pour tester le marché. Et donc, on l'a fait juste avant la fête des mères, fête des pères. C'était pas pour rien. C'était pour voir s'il y avait une traction sur ce moment cadeau-là dans ces pays. Ça a fonctionné. Donc derrière est arrivé une seconde vague qui était l'Italie et l'Espagne en septembre 22. Et là dernièrement c'est la Suisse, le UK et un petit test qu'on va faire à partir de ce soir aux États-Unis qu'on lance. Génial. Alors il dit ce soir, on est le 21 novembre, de quelques jours, la semaine de Black Friday on va dire. C'est pas visible, c'est à partir de quand tu m'as dit? Ce soir. Ce soir. Ouais, tout à fait. Quand est-ce que tu pars en prod? On part pas en prod le soir.
pas en prod le matin. Ouais, mais il est 6 heures de moins aux US, mais on va se débrouiller, on va se mettre un peu le boxon et si on doit se mettre le boxon, c'est que ça marche aux US, donc ça sera pas un problème. Ok, tu produis où? On produit ici pour l'instant, avec juste l'idée de tester, et si ça marche bien, on aura quelque chose là-bas. Ok, intéressant. Comment tu testes les US? Qu'est-ce que vous donnez pour faire ce test? Donc le site traduit, j'imagine que tu as en place les plateformes de paiement, le shipping, raconte. Tout à fait, tu as très bien résumé. Le site, le shipping et le paiement, qu'on a toujours adapté à chaque pays que l'on a fait, parce que tu as des services en Hollande ou en Espagne ou en France ou aux États-Unis qui sont très différents, et si tu n'embarques pas ce service de paiement-là, en fait, tu rends ton expérience mauvaise. C'est pareil sur le site d'avis. Il y a des avis, il faut utiliser Trusted Shop en Allemagne, il faut utiliser tel acteur, par exemple, en Hollande. Donc ça, c'est ce travail qui est fait. Et derrière, on lance de la pub, tout simplement. Meta, Ads. Et on apprend petit à petit, on augmente les budgets au fur et à mesure. Et surtout, on appelle nos premiers clients pour prendre du feedback, comment ils nous ont connus, pourquoi ils nous ont fait confiance à venir sur un site qui était pas connu et qui a été lancé 24 heures avant, pour prendre de la connaissance client et progresser sur ce marché. Ok, qu'est-ce que tu te fixes comme objectif? Aucun. C'est que ça marche. Non, mais il y a bien un moment, un trigger où tu dis on accélère un peu ou on change le modèle, tu vois. Franchement, c'est autant sur les autres pays, on s'est fixé des objectifs. Sur les États-Unis, c'est tellement un inconnu que c'est bonus, on teste. Pourquoi? Alors, j'ai plus la liste des pays. Si mon coût d'acquisition, il y a un trigger quand même. Si mon coût d'acquisition est 4 fois supérieur à ce que je fais en France, on n'aura pas de modèle économique. Parce que comme tu l'as dit au début, on est une boîte rentable. On cherche pas à faire la course au chiffre d'affaires. On cherche à faire de la croissance, mais de la croissance rentable. Donc, si on perd de l'argent dans de trop grosses proportions sur les premières commandes qu'on fait aux États-Unis, alors on reverra notre copie. Et ça, on maîtrise notre coût d'expédition, on maîtrise notre coût de production. L'inconnu aujourd'hui, c'est ton coût d'ac. Et donc, le coût d'ac fera la différence. Hyper intéressant. Je vais faire une petite side note. Quelle heure il est? On a le temps? Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la renta. Et c'est vrai que dans le panier, on s'intéresse au retail, au e-com, au pilotage, à l'acquise. Je pose pas toujours des questions sur le pilotage d'entreprise. On enregistre le 21 novembre. Il y a 15 jours, j'ai sorti un épisode incroyable sur Kikikix qui a fait des chiffres hallucinants la première année. On s'est intéressé au sujet de vraiment plateforme e-com, passer de rien à Shopify, enfin d'un sur-mesure à Shopify, accélération. Et on parle pas pilotage. Et le mec que j'ai en face de moi qui est brillant, qui s'appelle... Putain, j'ai un doute maintenant en parlant. Mais... Bref, Charles Gauguin, pardon, voilà. Mais il t'a dit qu'il était brillant, donc ça... Je l'ai trouvé brillant et je le redis, mais on parle pas du tout de ça. Et il se trouve que, donc là, on est le 21 novembre quand on enregistre, je sais pas quand ça sort, mais il y a quelques jours est sortie la news que la société est passée en liquidation judiciaire. Et c'est vrai que ça fait un peu le pendant désagréable de waouh, ils ont cartonné, ils ont fait tant que ça la première année. Et de l'autre côté, en fait, c'est en liquidation parce que c'était mal piloté sur la gestion, j'en sais rien. La renta, c'est important, clairement, et on le dit assez souvent sur le panier quand même, que ton pricing, tu dois le revoir en permanence pour être sûr que tu gagnes de l'argent à tous les étages. Et si t'en perds, faut savoir pourquoi t'en perds, si c'est de l'acquisition marketing, si c'est du... Voilà. Bon, mais donc les US... Mais je te rejoins sur ça. Nous, c'est une période clé, là, qui va être comme tu dis, du 21 novembre là, jusqu'au 24 décembre. C'est une grosse période pour nous. Les 3 associés passent 4 à 5 heures par jour le matin en commençant, à voir tous les chiffres, tous les KPI pour être sûr qu'on est dans le vrai et pas se dire le 24 décembre on a fait une super croissance de chiffre d'affaires mais en fait on a perdu de l'argent. C'est pas l'histoire qu'on veut faire, c'est pas ce qu'on fait depuis 10 ans, donc on fait une croissance régulière, modérée diront certains, mais tous les ans quand même, donc c'est un gros sujet. Et avec l'expérience, j'espère que Monsieur T-Shirt existera encore dans 50 ans, ça vendra peut-être des choses totalement différentes. Est-ce qu'on se rappellera encore Monsieur T-Shirt? Je sais pas, mais j'espère que cette culture et cet ADN qu'on a existera encore et on n'est pas en train d'essayer de faire une boîte qui veut prendre un maximum de parts de marché tout en perdant un maximum d'argent mais qui cherche à être acheté dans 3 ans. C'est pas du tout notre ADN depuis 10 ans. Ça, on l'a fait sur notre première boîte. On a duré 12 mois. On a perdu de l'argent. On avait un BP magnifique mais on a fait 0 de chiffre d'affaires. Pour Monsieur T-Shirt, on a mis 5 ans avant de faire un premier BP parce qu'on a toujours été concentré sur nos KPI du jour le jour et c'est Yaxadoré et nos clients. Merci. 8 pays à date et le lancement des États-Unis ce soir. Quand l'épisode sera sorti, t'auras, je sais pas, 2-3 semaines, un mois et demi d'expérience. T'auras déjà arrêté ou t'auras déjà doublé ou acheté un entrepôt dans le, je sais pas où.
Tu t'arrêtes à ces 8 pays, ça représente combien? Enfin 9 du coup avec les États-Unis, pardon. Ça représente quoi comme part du chiffre d'affaires? On espère que dès cette année, on fera 20% de notre chiffre d'affaires sur l'international. Okay. Donc en première année complète, ça serait bien. Et d'ici 3-4 ans, je dis 3-4 ans parce qu'on n'est pas 3 ans près ou 4 ans près, on se donne cette flexibilité-là. On espère faire quasiment 50% de notre chiffre d'affaires en dehors de France, tout en ayant une France, bien évidemment, qui continue à grossir. Donc le chemin il est important, mais je crois qu'on a besoin d'objectifs un peu ambitieux pour être motivé aussi au quotidien. Et vu qu'on n'aime pas ne pas réussir ce qu'on fait, quand on voit des pays qui marchent bien et d'autres où on a un peu plus de mal, on va se mettre en difficulté pour comprendre. Ok, intéressant. T'as parlé de marque, t'as dit j'espère qu'on sera encore là dans 50 ans, je sais pas si on s'appellera encore Monsieur T-shirt. Le branding est important, vous êtes appelé Monsieur T-shirt dès le début? Oui, tout à fait. Vous avez lancé d'autres marques? On a lancé de façon très originale Madame T-shirt et Bébé T-shirt qu'on a remis sous un seul et même site il y a 2 ou 3 ans, je sais plus exactement, parce que c'est plus facile de marketer une seule marque que 3 marques, et Monsieur T-shirt est bien plus connu que les autres, et donc on a toujours vendu plus de produits bébés sous Monsieur T-shirt que sous Bébé T-shirt, exactement. Donc c'est un des apprentissages qu'on a eu. Par contre, ça c'est par persona, mais t'aurais pu avoir par produit, tu vois, Monsieur Caleçon, Monsieur T-shirt, Monsieur Mug, Monsieur. Du livré. On a fait une marque de caleçon, à un moment un copycat d'un truc qu'on avait vu aux États-Unis en fait. Bon, les États-Unis reviennent parce qu'on va souvent aux États-Unis du fait qu'on a des amis là-bas, et on se dit tiens c'est super sympa ce qu'ils font, et du coup on va faire une marque de boxers spécifique, c'était avec un système d'abonnement. Et en fait, on a toujours vendu plus de boxers sous la marque Monsieur T-shirt que sous cette marque qu'on avait créée, quoi. Donc, je sais même plus comment s'appelait la marque. Mais du coup, on fait toujours des boxers et ça marche très bien. Mais les gens nous font confiance sous Monsieur T-shirt pour le faire. Et alors, à l'international aussi, vous vous appelez Monsieur T-shirt. Vous faites plus que du T-shirt, vous faites du cadeau. C'est une question. Ça te revient, cette histoire de nom? Ça revient 10 fois par jour. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'équation? La réflexion, parce que vous n'avez pas pris de décision à date. Alors, vu qu'on est des gens très pragmatiques, pour aller plus vite et pas refaire une identité de marque, réutiliser Monsieur T-shirt quand on se lance en Allemagne, ça nous a gagné du temps. Donc, vu qu'on a voulu faire du test and learn sur l'étranger, ce qui n'était pas indispensable de changer, on l'a pas changé. Maintenant qu'on marche bien sur ces pays à l'étranger, on se quand même pose la question, parce que on nous la pose 10 fois par jour. Et si on nous la pose 10 fois par jour, c'est que c'est des clients qui se posent ces questions-là ou des prospects qui se posent cette question-là. Donc, c'est un livre ouvert aujourd'hui dans lequel on discute. Et est-ce que Monsieur T-shirt en Allemagne ou en Espagne continuera à s'appeler Monsieur T-shirt en 2024? Je suis pas certain. Je pense qu'on fera l'expérimentation dans au moins 1 ou 2 pays de mettre un autre nom et de marketer sous un autre nom pour peut-être moins réducteur. Parce qu'en France, les gens nous connaissent. Donc, à la limite, ils nous font confiance sur le périmètre de produits qu'on adresse aujourd'hui. Un Allemand qui nous connaît pas du tout, quand il voit Monsieur T-shirt, je pense que lui, il se dit vraiment qu'on fait que du T-shirt. J'entends. Et ensuite, tu l'as dit de manière très pragmatique, c'est moins cher d'avoir monsieurT-shirt.com/caleçon que de gérer caleçon, enfin Monsieur Caleçon et Monsieur T-shirt. Refaire ton logo, en fait, tu dois refaire tes flyers parce que c'est plus les mêmes. Enfin bref, il y a plein d'implications derrière à gérer ça. Déjà qu'il y a plein d'implications à gérer 8 pays comme on le fait aujourd'hui, parce qu'on va pas mettre un flyer pour un espagnol en allemand, quoi. Donc il y a quand même des adaptations fortes, et le service client est fait capable de répondre en espagnol à quelqu'un qui nous écrit et qui vient d'Espagne. Donc il y a eu beaucoup d'adaptations qui sont nécessaires pour faire vivre une bonne expérience au client. Ce qui n'était pas nécessaire, on l'a pas fait. Mais ok, livre ouvert. Je parlais de l'effort que tu mets sur ta marque pour aller vers les leviers d'acquise. 8 ans sur Meta, très fort en SEO, avant de vous lancer sur AdWords. Raconte-moi le SEO. Vous tapez t-shirt personnalisé en fenêtre anonyme. Je crois que vous êtes le premier lien non sponsor, non paid. Raconte-moi l'effort que vous avez fait sur le SEO et comment vous le gérez aujourd'hui. En fait, cette position-là, ça fait 10 ans qu'on l'a. Donc, c'était un peu un miracle, parce que quand on s'est créé en mai 2013, on est apparu en première page sur une page comme t-shirt ou t-shirt personnalisé en 2 mois, et t-shirt personnalisé, on a été premier en 4 mois. Alors qu'on était un tout petit t-shirt, pardon, pas t-shirt personnalisé. On était tout petit, donc c'était une chance. Ça veut dire que je pense que notre nom, il aide, qu'on le veuille ou non. Notre nom, il est très évocateur de notre produit. Bien évidemment qu'on ait fait des efforts de rédaction, mais je pense pas que ce soit ça qui fasse la diff. Je pense que ce qui fasse la diff, c'est le taux de transformation et l'expérience qu'a le client sur le site. C'est-à-dire que quand un client clique de chez Google sur un lien Monsieur T-shirt, derrière les métriques, elles sont bonnes. Et donc, le job de Google, ça reste quand même d'envoyer les gens vers des sites qui correspondent aux attentes qu'ils ont. Et donc, satisfaire le client final. Je crois que c'est ça qui nous a mené, plus que des techniques de rédaction X ou Y.
On en utilise, mais c'est pas l'affaire de lance. Notre but, il faut qu'il passe le moins de temps possible sur le site, qu'il ait le moins de pages possible à voir, mais qu'il puisse aller au bout de l'expérience et vaincre surtout le taux de rebond, qui est l'enfer sur terre quand on veut être bon en SEO. Donc un gros effort sur ton SEO, sur la partie parcours, et donc des efforts UX en interne, quoi. Pas de création de compte chez Monsieur T-shirt pendant 8 ans. Donc on se fermait des portes derrière pour faire de la feed, par exemple. Bah tu avais quand même un email. Mais oui, mais en fait pour valider la commande, même si elle est anonyme. Bien sûr, mais c'était quand même un peu problématique pour pas mal de clients sur le service client et ce genre de choses. Mais le but, en plus, on est très mobile. 80% de notre trafic est mobile, comme tout le monde. De toute façon, aujourd'hui, la connexion des gens, elle peut être aléatoire. Bref, il faut que ça aille vite. 80% de ton trafic et 80% de tes achats? Non, un peu moins au niveau achat, mais c'est majoritaire. Les achats sont majoritaires sur mobile quand même. Ok, intéressant. Ouais, tout à fait. C'est sans app. On veut surtout pas refaire d'app. On a planté un business d'app. On sait que la question, elle est revenue. Et me la pose pas, s'il te plaît. On veut plus mettre les pieds là-dedans. Très bien. Tu veux plus mettre les pieds là-dedans, mais tu as fait un site sur mesure. Mobile first. Mobile first, mais c'est un site un site en propre que vous avez développé votre propre site. Ouais, tout à fait. En Node.js et React sur la partie front. Ouais. Pourquoi? On n'est pas parti sur ça à la base parce que c'était un PrestaShop. Vous étiez sur PrestaShop, ouais. On avait 3 PrestaShop même quand on avait Monsieur T-shirt, Madame T-shirt, Bébé T-shirt, avec 3 paniers différents, donc l'enfer. Et un stagiaire en 2018, n'importe quoi, en 2015 ou 16, qui nous dit si on fait ça, on n'attirera pas des talents et on va pas correspondre à ce qui arrive, le mobile, Facebook et tout ça. Bon, ok, très bien. Bah on le suit. Alors qu'on avait un CTO associé à l'époque et bah il avait raison. Et on a réussi à attirer des talents. On a réussi à avoir un site mobile first. Là où si on avait un PHP PrestaShop, j'ai rien contre PrestaShop, j'ai rien contre le PHP, mais on l'avait tellement en plus trituré pour faire des choses pour la prod et tout ça qu'il était impossible à mettre à jour. Et donc on a mis en pause finalement pendant 1 an et demi notre IT pour repartir de zéro. On a eu très peur quand on a fait ça, mais ça a posé les bases de ce qui est devenu Monsieur T-shirt aujourd'hui. Donc en plus moi je suis pas le tech de la boîte. Ouais. Donc quand on vous dit on fait plus rien pendant 1 an et demi et on repart de zéro sur la plateforme tech sans comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière, bah il faut avoir confiance en ce stagiaire en question à l'époque, qui est toujours chez Monsieur T-shirt et en qui j'ai une très grande confiance, qui est plus stagiaire du tout, qui est plus stagiaire du tout, qui a des parts de la boîte aussi, c'est important. Mais j'ai confiance aussi à mes associés parce qu'on a su prendre cette décision et foncer. Et je pense que si on ne l'avait pas prise, on aurait vraiment un SI très 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 chiant aujourd'hui. Ok. 1 an et demi pour... C'est intéressant, ça on l'aborde pas assez souvent sur le panier, mais tu prends un produit sur étagère, un Presta, un WooCommerce, un Shopify, tu le tords à mort, tu te crées de la dette, et le jour où tu veux refondre, Magento, le jour où tu veux refondre, t'as déjà un effort non négligeable pour arriver au niveau équivalent de ce que tu avais avant sur ton outil qui était tordu dans tous les sens. Il faut l'avoir en tête, et parfois... Avec 3 ans. Donc faire une pause d'1 an et demi alors que vous avez 3 ans et une bonne traction, une pause d'1 an et demi, ouais. C'est horrible. Et je pense que le fait justement d'être en propre, juste entre nous, on va dire, avec les garçons, fait qu'on s'est donné ce temps-là. Je suis pas sûr que si vous avez des fonds capital à ce moment-là, vous arrivez à faire passer la pilule de on met en pause pendant 1 an et demi. Je suis pas certain. Mais c'était nécessaire. Je suis en train de me faire la réflexion qu'il est incroyablement rapide votre site et que ça participe aussi à... Pour le SEO, c'est l'enjeu. Pour le SEO, c'est l'enjeu. Tu vois, t'es la prio. Et ce qu'un bon front permet, là, en l'occurrence React, mais sur du headless et sur d'autres technos, notamment par exemple avec Shopify, t'arrives aussi à des trucs ultra snappy, quoi. SEO, 8 ans de méta avant d'ouvrir AdWords. Donc 8 ans, ça nous amène à 2020 2021. Ok. Ouais. Vous avez déjà lancé la personnalisation depuis 3 ans. On était en plein Covid. Ouais. Vous fabriquez des masques d'ailleurs. Ouais. Pourquoi vous sortez de méta ou pourquoi vous rajoutez Là maintenant, on a la question est-ce que vous devez changer de nom? Mais à l'époque, on avait aussi, mais du coup, vous dépensez beaucoup sur AdWords. Et en fait, on avait marre de répondre ah ben non, on dépense rien parce qu'on n'est pas sur AdWords. Donc, s'il y avait autant de partenaires / concurrents qui nous posaient la question, on s'est dit qu'on était en train de louper quelque chose et on loupait quelque chose.
Mais on était entré dans un certain confort, vu que Meta, on maîtrisait. On restait sur Meta, ça marchait, il n'y avait pas de souci. On n'osait pas aller mettre les mains dedans sur un truc nouveau et accepter que on recommence. On est e-commerçant, on commence à faire l'AdWords et on sait pas faire d'AdWords. Comment ça n'existe pas, ça. Donc, on a eu du mal à se lancer là-dedans. Et aujourd'hui, on s'est bien lancé et on apprend à fond et on progresse à fond dessus. Et on se dit c'est génial parce que, en fait, on est encore débutant et que le champ des possibles en France, mais encore plus à l'étranger, il est énorme. Quel budget tu dépenses en paid search et paid social? Quelques millions par an. Quelques millions par an. Ok. Mais on veut être rentable sur chaque transaction. On n'a pas de raisonnement... Par catégorie de produits. T'as pas des vaches à lait de l'un côté. Non. Mais on n'a pas non plus de raisonnement LTV. Donc LTV, lifetime value, désolé pour l'anglicisme, mais la valeur de vie du client, en se disant on sera rentable sur la 2e, 3e ou 4e commande. Et donc c'est pour ça qu'on s'est concentré sur Meta, c'est que nous on a toujours cherché à être rentable sur chaque transaction qu'on faisait. Ok. Quelques millions par an pour un chiffre d'affaires que tu ne m'as pas communiqué, mais vous regardez, c'est quoi ton panier moyen? C'est trop facile de faire les calculs. J'ai dit le nombre de produits. Je me suis dit que sur un malentendu. Tes leviers, le SEO, Meta, AdWords. J'étais en train de regarder si vous étiez sur TikTok ou si vous faisiez des choses. On essaie de faire de plus en plus de choses sur TikTok. Et alors, c'est là où on se dit qu'on vieillit, parce que moi, j'ai pas TikTok. Mais c'est bien, c'est qu'on passe le flambeau aussi sur des choses et qu'il y a des gens bien meilleurs que nous dans la boîte pour le faire. Donc, on commence à faire de l'ads sur TikTok. Et la première fois que TikTok a marché chez nous, c'est pour la fête des grands-mères l'année dernière. Donc, ça paraît fou. Si, les petits-enfants. Ouais, exactement. Make sense. Exactement. Et donc, je me suis dit que j'étais un vieux con, mais que c'était cool, c'est qu'on avait des gens qui étaient vraiment à la page dans la boîte et qui comprenaient ça. Donc, chers auditrices, chers auditeurs, Arnaud a 33 ans, j'en ai 43, 10 de plus, un peu plus même. Ouais, donc, nous, on est génération Facebook. Toi-même, quoi. On est génération Facebook, donc bon. Donc, t'as TikTok, quoi d'autre? On a testé plein de trucs. On a fait 2 pubs télé, on a fait de la radio, on fait l'influence un petit peu sur les moments cadeaux et qui fonctionnent bien. Et puis surtout, il y a un autre truc qu'il faut qu'on développe et qu'on développe bien depuis 2 ans, c'est la fidélisation de nos clients. Les faire revenir quand on vend avec des t-shirts, c'est quand même compliqué. On va pas offrir un t-shirt à chaque fois. Maintenant qu'on est sur plein de supports et qu'en plus on a une tech créa, parce que ce que l'on fait, ce qu'on propose aux clients en termes d'expérience client, il y a que nous qui le proposons aujourd'hui sur le marché, sur autant de produits et avec ce côté créatif, il faut persister et signer. Et donc on veut aller plus loin dans ce qu'on propose en termes d'expérience client créative. Quel CRM tu utilises? Le nôtre. Sur mesure aussi. Ouais. Pour travailler ta feed. Non, alors la partie newsletter, j'oublie tout le temps parce qu'on est un coup sur Sendinblue, un coup sur Mailchimp. Enfin bref, je sais plus sur la partie newsletter. Désolé, je sais pas lequel est lequel. Mais sinon, a priori l'un des deux. Trucs, ouais. En fait, on fait beaucoup on utilise des outils d'intelligence comme ClickSense, ce genre de choses, et on fait beaucoup de choses avec nos propres outils. Quelle taille fait ton équipe technique? Aujourd'hui, on a 5 devs. Ok. Et après, on a plusieurs ingénieurs aussi. En plus des devs ou parmi les devs? En plus des devs. T'as des ingés plus des devs. Ouais, parce que les ingés nous permettent de faire beaucoup de choses sans dev, également en utilisant justement ces types d'outils. Alors on a l'ingé, c'est marrant, tu sais. Ok, pardon, j'ai compris. Ouais, mais on utilise beaucoup, on ne fait pas. En fait, il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui pour travailler la data, par exemple, sans nécessairement avoir des devs sur ces sujets qui doivent coder les choses. Ok, intéressant. C'est un métier d'avenir, ingé. Ingé, multicarte. Nous, on adore. On adore parce que les compétences techniques sont là et je vais pas massacrer les écoles de commerce. On vient tous les deux de la même, mais je trouve que par moment nos profils manquent un peu de technique et donc on compense sur d'autres choses, mais pas mal de nos profils manquent de technique là où sur les ingés, je trouve que c'est un peu plus concret. Oui, et évidemment, je disais ça avec un sourire parce que c'est pas un métier d'avenir, c'est de l'avenir déjà bien présent pour les ingés. Mais ce que je veux dire, c'est que le profil qui est capable de comprendre une équation business large et d'utiliser le bon outil pour y répondre de manière efficace et pragmatique, ça se trouve pas chez n'importe qui. Et celui qui est capable de connecter des outils, d'en développer sur mesure quand il le faut, développer les connecteurs quand ils n'existent pas, te fait gagner un temps fou. Et pour ça, il faut quand même avoir une approche très, un prisme de recul suffisamment fort par rapport aux enjeux business et aux outils à dispo. Belle porte ouverte que je viens d'éclater. Chers auditrices, chers auditeurs, pardon. Merci, c'est passionnant, mais j'avais 1 ou 2 questions de pilotage et de gestion d'entreprise à te poser. Mais en tout cas, j'adore et je serais très curieux, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais de voir à quoi ressemble l'atelier, pardon. Donc je te ferai signe la prochaine fois que je passe à Bordeaux voir nos équipes.
Tu m'as dit deux choses quand on préparait l'entretien. Non, tu m'as dit une chose quand on préparait l'entretien et une chose pendant l'entretien. Tu m'as dit, on n'est pas des gens de réseau. J'ai un petit réseau à Bordeaux, tu vois, à force de... Et je te dis, est-ce que tu connais un tel? Est-ce que tu connais un tel? Et tu me dis, on n'est pas vraiment des gens de réseau. On a toujours été très focus sur l'exécution de notre boîte plutôt que d'aller parler de notre boîte. Donc c'est rare qu'on fasse justement un moment comme aujourd'hui de podcast où on n'a quasiment jamais fait de RP propre à la boîte. C'est sûrement un défaut, hein. Je dis pas que c'est une qualité, mais notre force c'est plutôt d'être les mains dedans auprès de nos équipes et de notre business et quand on fait pas ça prend quand même une bonne part de notre temps, hein. Du lundi au dimanche, même 10 ans après, on bosse des week-ends et des soirs quand il le faut. On est retourné vivre de là où on est, hein. On est du sud-ouest, on est de Bordeaux, et donc le temps qu'on a, on le passe avec nos familles et nos amis, et moins avec du réseau. Mais c'est pas forcément une qualité business, mais je pense que c'est une qualité perso qui est importante pour son équilibre d'entrepreneur. En tout cas pour Simon, Vincent et moi, c'est important. Alors je sais pas s'il y a une recette miracle ou non, mais clairement il y a des gens qui disent que c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu connais. Ouais. It's not about what you do, it's about who you know. Et de l'autre côté, je connais des gens qui me disent, non mais moi, des entrepreneurs qui sont brillants. Tiens, Wilfried Garnier de Superprof. Je lui demandais s'il fait de l'investissement, s'il fait de l'IMO, qu'est-ce qu'il fait en dehors de son job. Il me dit, mais je fais rien. Moi, mon investissement, c'est Superprof et je ne fais que ça. Ouais. Et je me pose la question ensuite quand j'aurai atteint mes objectifs. Ouais, avec mon frère, on joue au basket dans un club le lundi soir. On préfère ça que d'aller faire du networking, quoi. Ça nous rend, je pense, meilleur. Tu m'as dit que ton stagiaire qui s'appelait Rémi est toujours présent. Toujours. Oui, pardon, qui était stagiaire, mais qui s'appelle Rémi et qui était stagiaire et pas l'inverse. Ouais. Et maintenant salarié et actionnaire. CTO et actionnaire. Ouais. Quelle part de ton, je veux te lancer sur l'actionnariat salarié. Quelle part de ton capital, comment ça se déclenche? Aujourd'hui, on a quelques pourcents qui ont été distribués à des salariés historiques, j'allais dire, mais non pas historiques, et du coup c'est le poids des années qui fait qu'ils ont des actions. C'est que c'est des gens qui ont su passer les étapes et passer de vendre quelques centaines de t-shirts par mois à ce qu'on est aujourd'hui, et c'était un juste retour des choses de les impliquer de cette façon-là. C'est pas les aspirations de tout le monde, forcément. J'allais te demander, t'as des collaborateurs qui t'ont dit non, ça m'intéresse pas? En fait, on n'a jamais demandé, déjà. Donc c'est une action gratuite? Non, on a aussi fait du BSPCE, mais on nous a jamais demandé, c'est jamais un salarié qui est venu nous demander ça. C'était plutôt nous, à notre initiative, qu'on l'a poussé, aujourd'hui, notamment sur les membres du COMEX de la société. Mais t'as déjà des collaborateurs à qui tu l'as proposé, qui t'ont dit non, ça non. Ça vient pas en compensation de salaire, ça vient pas. Non, en fait, c'est pas un plus. Compensation de salaire. À la place d'une prime ou à la place d'une. Des gens qui ont rejoint la boîte en 2013 ou 2014, franchement, ils ont fait un effort. Ils sont arrivés en tant que stagiaires ou payés pas grand chose, donc non, c'est pas une façon de les remercier parce que ça c'est pas du misérabilisme que l'on fait. Ils ont pris un risque à un moment donné, donc ils sont récompensés d'une certaine façon, et en plus ils ont été vitaux dans la boîte. Dire que on est certes 3 cofondateurs, mais on n'est rien sans le reste de la boîte, et ça on l'a pas perdu de vue. Tiens, le temps passe vite, je resterai bien encore 1 heure avec toi. Mais je me suis astreint, je me suis dit que il fallait vraiment que je me tienne à l'heure, plus ou moins l'heure, sur les épisodes du panier. Chères auditrices, chers éditeurs, vous pouvez retrouver Arnaud Perret sur LinkedIn, évidemment, qui m'a relancé. Et comme tu as fait le premier épisode du panier à distance, tu ne savais plus si c'était moi ou si c'était Matt. Exactement. C'était drôle comme, très physionomiste comme échange. Retrouvez Arnaud sur LinkedIn et évidemment, allez faire un tour sur monsieurT-shirt.com, .es.de, .eu, tout ce que vous avez. Attends, donc du coup, le .com renvoie sur France. Et tu fais comment pour les US ce soir? Je sais plus, mais on a .com, quelque chose, je crois. Pour les US. Ouais, mais on n'a pas voulu toucher au SEO. Okay. On a eu trop peur. Donc on a laissé le .com pour la France. Bon, et écoute, bonne chance pour ton lancement aux US. Tu me raconteras ça dans 1 an. Cette fois, on va pas attendre 5 ans pour faire un catch-up. Merci infiniment. Merci à toi, c'était cool. Et puis, bon séjour parisien. Chers auditrices, chers auditeurs, merci à tous. Je vous salue là sur YouTube si vous me regardez sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter lepanier.io pour recevoir l'épisode de la semaine, mais aussi d'autres petites news. Faites un tour sur lepanier.io. J'y ai mis une section qui s'appelle téléchargement ou guide et livres blancs, où il y a les livres blancs et les guides qu'on a fait avec Shopify, avec Coli Consult, avec SMS Mode par exemple.
Et je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée, une excellente journée si elle commence, une excellente nuit si vous avez fait de l'insomnie comme moi en ce moment. Et à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.